Déjà, je voulais vous remercier pour cette invitation. Ça me permet d'un peu mieux connaître l'association des centraliens de Nantes. Mais bien sûr, j'ai beaucoup entendu parler de l'association. À une époque, j'étais directeur de la recherche de Centrale, donc on en entendait pas mal dans les comités de direction. Euh, voilà, alors, donc, comme l'a dit Gilles Emmanuel, j'ai prévu trois sujets. Un premier sur les recherches que je mène depuis 25 ans qui sont liées aux fissures. Et puis, ça me semblait intéressant aussi, comme vous êtes tous issus de l'école, de vous donner un peu le portrait robot actuel de ce que fait un professeur d'université de Centrale. Et puis, quelques éléments sur l'Académie des sciences. Voilà. Alors, le, donc, au niveau des fissures, oui, je voulais vous rassurer aussi, il y aura pas beaucoup d'équations. Je pense que ce n'est pas le lieu. En plus, on est samedi matin, donc j'ai essayé de faire quelque chose de light et de plutôt, j'espère intéressant. Donc là, je vais vous parler des fissures et pour motiver l'importance des fissures, je vais commencer par un phénomène naturel, hein. Typiquement, les séismes sont dus à des failles, à des glissements sur des failles qui sont finalement des fissures en compression qui vont subitement glisser l'une sur l'autre parce qu'il y a énormément d'énergie qui s'est stockée. La faille ne bouge pas et à un moment donné, il y a trop d'énergie stockée et ça libère une secousse qui vient jusqu'en surface. Et ça, c'est une photo de San Francisco après le tremblement de terre. Alors malheureusement, les tremblements de terre n'agissent pas souvent seuls, mais sont suivis soit par des tsunamis, on l'a vu à Fukushima, soit c'était le cas à San Francisco, par un incendie monstre. Et vous voyez une photo de l'état lamentable de la ville après l'incendie. Alors, bon, ça, ce sont des fissures au niveau, je dirais, naturel, mais on a aussi des fissures que j'appellerais humoristiquement embarquées. Donc là, vous avez un bateau en 1943 qui s'est carrément cassé en deux, et ainsi qu'une photo plus récente d'un avion. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts sont assez impressionnants. Alors, le bateau de gauche a été construit à une époque où la fissuration était vraiment mal maîtrisée et on n'avait pas compris à l'époque qu'un refroidissement très important pouvait amener à avoir du métal beaucoup plus cassant. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans ce bateau qui s'est cassé en deux, c'est qu'il a été sorti des chantiers dans des conditions de température extrêmement basses. Et à cette époque-là, le design des structures métalliques n'était pas du tout adapté à la fissuration. Alors moi, j'ai plutôt travaillé sur des fissures tournantes, en fait, c'est des fissures soumises à des charges répétées, on appelle ça de la fatigue. Et les charges répétées, ben, ça intervient par exemple dans les réacteurs d'avion, dans les turbines à vapeur des centrales. Et le chargement de fatigue est vraiment pernicieux parce que même si les charges ne sont pas très importantes, le fait qu'ils soient répétés, ben, petit à petit, des défauts qui étaient indétectables à la fabrication deviennent nocifs et il faut vraiment intervenir. Alors typiquement, la problématique au niveau industriel, par exemple pour les réacteurs d'avion, c'est de planifier au mieux les maintenances. Si les maintenances sont faites trop souvent, c'est trop cher, et si elles ne sont pas faites assez souvent, c'est vraiment très dangereux pour la sécurité. Et typiquement, pour aider à la maintenance et à la vérification de fissures possibles au niveau des disques ou des aubes, eh bien, il y a des simulations numériques qui sont faites pour voir le nombre de vols nécessaires pour qu'un défaut indétectable devienne détectable. Et bien sûr, après, il y a des facteurs de sécurité qui sont faits, qui sont appliqués. Mais je vous en dirai plus dans 5 minutes. Donc, là, pour vous ramener un peu à vos cours, la fissure, elle a trois modes d'expression. Donc, elle peut s'ouvrir, elle peut glisser. Là, on est plus l'image du centre, on est plus proche des failles dont je vous parlais tout à l'heure pour les séismes. Et puis, quand vous déchirez une feuille de papier, vous êtes plus dans le mode 3 qui est à droite. Alors, ce que j'aime bien, c'est faire un peu un recensement de tout ce qui est fissure dans le langage courant. En fait, c'est assez fou le nombre de termes de français, que ce soit dans le domaine de l'alimentaire, de l'art, de la vie sociale, amoureuse, tous les termes qui sont liés à la présence
d'une fissure. Voilà. Alors, la fissure, bon, alors si on regarde un peu maintenant un peu plus théoriquement les choses, si on regarde Newton, il s'intéressait, bon, je vais vraiment caricaturer, mais il a une pomme qui tombe. Et c'est un mouvement qu'on appelle classique. Parce que le mouvement de la pomme, c'est un ensemble de molécules qui suit une certaine trajectoire. Ça, c'est assez clair. Le fait que la fissuration n'ait pas pu être étudiée, je dirais très rapidement, et les théories liées à la fissuration sont très, très récentes, même seulement à partir de 1920, c'est que la fissuration, c'est un mouvement, mais c'est un mouvement qui est dit immatériel. Ça veut dire que la pointe d'une fissure, ce n'est pas une molécule. La pointe d'une fissure, une pointe de fissure, c'est un phénomène qui se propage à une certaine vitesse à travers un milieu. Un peu comme un glaçon que vous mettez dans le frigo qui va congeler, vous avez un front de solidification qui va à une certaine vitesse. Mais lorsque vous mettez un glaçon dans le frigo, le glaçon, il ne bouge pas dans le frigo. On est bien d'accord, hein. Enfin, il peut un peu gonfler, mais le front se propage à une certaine, le front de solidification se propage à une certaine vitesse. Donc, c'est ce qu'on appelle la mécanique configurationnelle, mais qui est tout aussi importante que la mécanique réelle, parce que la mécanique dite classique. Donc, dans la mécanique classique, vous avez une certaine vitesse d'une particule. Si vous lui appliquez une certaine force pour avoir cette vitesse, ben vous appliquez une certaine puissance, hein, force fois vitesse. Eh bien, pour une fissure qui se propage, il y a aussi une perte d'énergie par unité de temps dans la structure. Donc, il y a la vitesse de la fissure qui est multipliée par une force, qu'on appelle force configurationnelle, et le produit des deux, c'est le nombre de joules par seconde qui est perdu par la structure. Donc, c'est tout aussi important que que la puissance classique que peut, par exemple, développer un moteur. Voilà. Alors, je voulais aussi vous donner quelques indications un peu intéressantes sur les matériaux, parce que bien sûr, quand on parle de matériaux, je pense qu'il y a… Ce qui est compliqué aussi dans la fissure, c'est que ce n'est pas des matériaux, ce n'est pas des structures, c'est les deux à la fois. La fissure va dégrader une structure et peut se propager sur des mètres. Un iceberg qui tombe dans la mer, c'est une fissure de plusieurs dizaines de kilomètres qui se crée suite au réchauffement et qui va faire tomber un gros bloc dans l'océan. Mais en plus, il y a évidemment des aspects matériaux, puisque dans certains matériaux, la fissure se propage plus vite que dans d'autres. Voilà. Et donc, il y a des termes importants qu'on peut discuter ensemble. D'abord, je vais dire à mon fils de faire un peu moins de bruit, pardon. Augustin, tu peux couper, s'il te plaît, parce que je fais un exposé là. Merci. Voilà. Donc, je pense que c'est important de comprendre la différence entre trois choses, la raideur, la résistance et la ténacité. Donc, en gros, la raideur, bon, là, on est plus dans l'élasticité. Si vous avez une pièce en caoutchouc que vous tordez, elle va reprendre sa forme au début, et plus il sera simple de la déformer, moins elle sera raide. La résistance, on est plus là lié à des aspects de déformation irréversible. Donc, si vous prenez une petite cuillère, que vous la tordez suffisamment, elle ne va pas revenir à sa position de départ. Et le fait que vous puissiez la déformer de façon irréversible, c'est lié à sa résistance. Plus elle sera résistante, moins ce sera facile de lui mettre des déformations permanentes. Et enfin, vous avez la ténacité. Et la ténacité, c'est la facilité ou pas que vous avez à casser une structure. Donc, les raideurs et résistances, ce sont plutôt des énergies par mètre cube. Ce sont des phénomènes qui se passent, on va dire, en volume. Alors que la ténacité, c'est plutôt des énergies par unité de surface. Qu'est-ce que je dois dépenser comme nombre de joules pour créer une surface d'un mètre carré, une fissure d'un mètre carré? Voilà. Alors, un même matériau peut être plus ou moins résistant ou tenace selon la température. Donc, si vous prenez une barre de carambar, eh bien, si le carambar est chaud, il va être assez peu résistant. Ce sera très facile de le plier et de lui donner une forme que vous voulez permanente. Par contre, il sera très tenace. Un carambar qui est assez chaud, vous n'arriverez pas à créer une fissure dedans. À la limite, vous aurez un tout petit filament à la fin, mais il ne va pas se casser net. Alors que le même carambar, mais qui a une température beaucoup plus fraîche, eh bien, vous allez réussir à le casser, mais vous aurez beaucoup plus de mal à lui donner une déformation irréversible. Donc, en gros, malheureusement, résistance et ténacité, il faut choisir. Alors, bien sûr, il y a des matériaux comme les matériaux composites qui tentent à allier les deux. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits pour allier résistance et ténacité, mais ce n'est pas simple. Alors, moi, mon domaine, c'est plutôt la simulation numérique, et la simulation numérique tend à prendre de plus en plus d'importance. Ça veut dire qu'on fera toujours des essais de grandes structures,
Par contre, les essais de structures moyennes, petites ou très petites tendent à être remplacés ou leur nombre tend à être réduit par l'utilisation de simulations. Voilà, c'est ce qui est indiqué dans le schéma que vous voyez là. Alors, si on revient au réacteur d'avion, donc là, j'ai pas mal travaillé avec Safran sur des problèmes de démarrage de pieds d'aube, ici de fissures qui peuvent se passer dans les pieds d'aube. Alors, pourquoi j'ai été contacté par Safran quand je suis revenu des États-Unis où j'ai passé 5 ans? C'est parce qu'avec mon patron là-bas, on avait développé une nouvelle méthode pour calculer la propagation de fissures dans des maillages éléments finis. Donc là, si vous avez par exemple une plaque avec 2 trous, eh bien, la fissure peut se propager à travers le maillage. Avant, c'était très compliqué de faire des calculs de fissures qui se propagent parce qu'il fallait en permanence changer la fissure. Donc là, il y avait eu un article dans l'usine nouvelle où avant, si vous voulez, avant l'approche que j'ai introduite qui s'appelle XFEM, avant cette approche-là, quand une fissure se propageait, il fallait en permanence changer le maillage élément fini associé à cette fissure, alors qu'avec l'approche XFEM, on peut propager une fissure directement sur un maillage sans devoir changer ce dernier. Et donc, on a fait pas mal de travaux, par exemple des fissures 3D qui vont casser des pièces. Bon, et puis XFEM est devenu très populaire, donc il y a eu énormément d'autres groupes qui ont utilisé cette approche. Et là, c'est simplement une recherche sur Ecosia avec énormément de travaux faits dans le monde, dans différentes équipes, pour vous illustrer un peu la variété des choses. Et il y a des choses assez. Bon, par exemple, vous voyez, il y a des phénomènes. Il y a du bois ici qui a été utilisé. Là, ça doit être des problèmes de barrage. Bon, il y a énormément de choses assez différentes. Là, vous voyez le logo de Dassault, parce que XFEM a été introduit dans la plupart des logiciels industriels, dont Abacus. Voilà. Et il y a même ça que j'ai trouvé sur Internet. Donc, lorsqu'un chirurgien opère, il aimerait bien savoir, suite à une incision dans le cerveau, comment les masses cérébrales vont se redistribuer. Et donc, ça, c'est une image tirée d'un projet de calcul en temps réel de la redistribution de masse dans le cerveau suite à des incisions chirurgicales. Parce qu'on ne peut pas bombarder de rayons X le cerveau en permanence pour voir l'évolution. Donc, c'était à partir de conditions initiales et d'incisions données, de faire des calculs mécaniques. Bon, c'est un projet très, très ambitieux, je ne sais pas où ils en sont, mais c'est un des dérivés de l'approche qu'on a proposée. Alors, bon, là, je parlais de fissures, mais on peut aussi introduire des trous facilement sur un maillage existant ou des interfaces matériaux. Donc, vous voyez que sur un maillage assez simple, on peut faire comprendre qu'on souhaite une fissure, un trou et une interface, une particule plus raide. Alors, ça, ce sont tout ce dont je viens de vous parler, ce sont des calculs de propagation d'une fissure existante. Maintenant, il y a une autre question plus fondamentale, c'est comment naissent les fissures. Donc, pour étudier ça, il faut regarder le matériau comme un matériau qui est volumique, contraint de déformation, mais qui peut se dégrader. Ça veut dire qu'il peut avoir une raideur, une élasticité qui va vraiment se dégrader jusqu'à atteindre une valeur d égale 1, et auquel cas, localement, le matériau s'est cassé. Et donc, l'idée, c'est de faire des calculs où il n'y a aucune fissure au début, mais on introduit de la dégradation et cette dégradation donne des fissures. Donc, c'est le cas, par exemple, on a calculé une craie qui se cassait en deux. Une craie, il n'y a pas de fissure au début et le calcul a pu trouver tout seul comment la craie allait se casser. Où là, vous avez des plaques métalliques où on arrive sans fissure initiale à prédire le chemin de fissure. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la fissure était quelque chose d'immatériel. Enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est immatériel dans le sens où la pointe d'une fissure n'est pas une molécule ou une particule. C'est un phénomène qui se propage. Il y a d'autres phénomènes comme ça qu'on étudie aussi. C'est le contact. Si vous regardez le contact d'un pneu sur une chaussée, vous avez une zone de contact. Cette zone de contact se propage, peut augmenter en taille ou diminuer en taille. Mais le vitesse du bord de la zone de contact, ce n'est pas un certain nombre de particules. C'est encore une fois une surface immatérielle. Et donc, on utilise des méthodes numériques un peu similaires à ce qu'on fait pour les fissures pour calculer précisément ce qui se passe sur les zones de contact. Voilà. Alors, j'en viens à un petit descriptif sur ce que fait un professeur d'université 2021. Bon, professeur d'université, ce qu'on appelle un enseignant-chercheur. Hein, il y a aussi ce qu'on appelle les maîtres de conférences, qui sont plutôt des professeurs juniors. Et donc, enseignant-chercheur, parce qu'il y a en gros 40% de recherche, 40% d'enseignement et puis 20% de responsabilité.
Dans les responsabilités, je dirais la responsabilité majeure, c'est la recherche de financement. Parce qu'en fait, si on veut engager un doctorant, si on veut engager un postdoc, un ingénieur, il faut trouver des sous parce que le récurrent ne suffit pas. En fait, le récurrent donné par le CNRS ou les établissements permet, on va dire, de financer les frais fixes, mais ne permet pas de faire de la recherche. Pour faire de la recherche, on va chercher du financement, que ce soit au niveau industriel à travers des chaires ou des TESIF, que ce soit au niveau de l'État à l'ANR, les régions. Donc, on a une région, la région Pays de la Loire est une des régions qui finance le plus sa recherche. Sachant que la recherche ne fait pas partie des dossiers obligés des régions. Ça veut dire que c'est sur leur propre initiative que les régions souhaitent ou pas financer la recherche, et la région dans laquelle on est bénéficie d'énormément de financement de la recherche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de tests. La région souhaite vraiment doper les tests chiffres en région, principalement en doublant les financements proposés par des industriels de la région en lien avec des écoles ou des universités. Et puis, une source de financement qui évolue beaucoup et qui est probablement qui est très intéressante, c'est l'Europe, donc qui finance à la fois des projets de petites équipes ou bien des grands réseaux. Et donc, j'ai obtenu un financement qui s'appelle un financement ERC, European Research Council. Donc, ce sont des financements sur 5 ans de l'ordre de 2 millions d'euros qui permettent vraiment d'aller au fond des choses et de recruter une équipe d'une dizaine de personnes pendant entre 5 et 10 personnes pendant 5 ans et de vraiment travailler. Et donc, les développements que je vous ai montrés sur les fissures ont été en partie financés par cette ERC. Et il y a aussi eu, donc l'ERC a aussi communiqué sur le fait que le vaccin BioNTech, qui a été fait par, il a un nom difficile à prononcer, c'est Ugur Sahin en Allemagne, qui est un chercheur. En 2018, il a obtenu une ERC où il a pu travailler sur les ARN qui après ont été utilisés pour le vaccin. Voilà. Alors, il y a d'autres responsabilités. La première, c'est assez anecdotique, mais vous avez le jury de bac, parce que le bac, c'est le premier diplôme universitaire, et le jury est supervisé par un professeur des universités. Donc, j'ai été tiré au sort il y a 15 ans, et je viens d'être retiré au sort pour la session de juillet. Voilà. Et puis, il y a d'autres responsabilités. Voilà. Et puis, certains peuvent même devenir directeur d'établissement, comme ça a été le cas d'Arnaud Poitou, mais dans son cas, il ne faisait plus de recherche et il ne faisait plus d'enseignement, parce que c'est un boulot à plein temps. Voilà. Alors maintenant, le dernier point concerne l'Académie des sciences. Donc, c'est une vieille maison, hein, plus de 350 ans d'existence. L'Académie a fêté ses 350 ans en 2016. Au niveau de l'Académie des sciences, il y a 263 membres. Et l'Académie des sciences, c'est une des 5 académies hébergées qu'est Conti à l'Institut de France. Donc, vous avez aussi l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts et puis l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, il y a 5 missions. La première, c'est d'encourager la vie scientifique. En particulier, il y a un gros travail de recherche de financement et de recherche de mécènes, parce que l'Académie délivre une cinquantaine de prix par an dans énormément de domaines différents pour motiver l'émergence de bons chercheurs dans énormément de disciplines différentes, et puis valoriser aussi les métiers scientifiques. Promouvoir l'enseignement des sciences. Donc, l'Académie révise aussi les manuels liés à tout ce qui est scientifique. Donc, transmettre les connaissances, favoriser les collaborations internationales et assurer le rôle d'expertise et de conseil. Donc, en fait, ça, c'est un des travaux les plus prenants, c'est le rapport d'analyse. Il y en a eu un récemment sur le nucléaire, il y en a un en cours de montage sur la 5G. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, je ne me souviens plus, mais ce sont des rapports qui sont rendus publics et dont le but est de donner un avis scientifique. Voilà. Et c'est pas dire s'il faut le faire ou pas, c'est d'analyser le contexte scientifique avec des chiffres et en dehors, je dirais, de toute idéologie. Alors, au niveau de l'organisation, eh bien, historiquement, il y a 8 sections
qui sont répartis en deux divisions. Donc, ça touche à la fois l'Académie des sciences chimie, biologie, sciences de l'univers, sciences mécaniques informatiques, mathématiques et mathématiques physiques, même informatique, donc, qui a été intégrée à la section dans laquelle je me trouve. Donc, moi, je suis en section mécanique et informatique. Alors, il y a des noms rigolos à l'Académie. Vous avez le comité secret, bon, qui n'y a rien de secret du tout, mais c'est juste le nom qui est donné à l'assemblée plénière de tous les académiciens des sciences. Et vous avez aussi les secrétaires perpétuels, qui font un boulot énorme. Et vous en avez deux, un par division. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je suis sûr qu'il doit y avoir plein de questions, dans la mesure où tu as ouvert énormément de sujets, donc à la fois les métiers de la recherche donc à l'école et plus généralement dans le monde universitaire, le job d'un enseignant-chercheur et puis l'Académie des sciences. Donc, alors on va regarder sur le chat, enfin, sans doute à tort, la recherche fondamentale et la recherche applicative. Comment tu vois les choses et notamment quelles sont au quotidien, enfin pour toi et tes collègues finalement, les relations avec le monde industriel? Oui, merci. Donc, bon, honnêtement, moi, ce qui m'intéresse le plus dans mon métier, c'est le lien avec les industriels et les testifs. C'est vraiment de sentir que ce que je peux faire finalement d'assez peut-être amont peut intéresser des industriels. Et en France, on a la chance d'avoir le dispositif CIFRE. Donc, j'ai travaillé en particulier avec PSA, Safran, Vallourec. Je dois en oublier. Et donc, un doctorant est employé par l'entreprise. Il est soit à 100% à l'entreprise, soit dans le labo, soit moitié-moitié. Et on le suit sur un projet avec SNECMA. C'était de développer des outils informatiques pour mieux prédire les maintenances. Alors, honnêtement, le débat c'est difficile de dire ce qui est. J'aime pas trop, mais pour moi, il y a la recherche. Voilà, pour moi, il y a la recherche. Qu'est-ce que c'est que recherche appliquée, recherche amont? Regardez l'exemple du chercheur qui a développé le vaccin sur l'ARN. Peut-être que son projet était vu comme complètement loufoque et complètement fondamental. Et 3 ans après, ça sert à vacciner la planète, ce qui est quand même assez appliqué. Donc, voilà, il y a différentes sciences. Parfois, des choses sont faites complètement de façon confidentielle et peuvent être considérées comme très amont. Et puis, ça surgit. Maintenant, je pense qu'il faut donner la possibilité aux chercheurs de faire ce qu'ils aiment pour être le plus performants. Certains ne sont pas très doués pour avoir des contacts industriels, que ce soit d'un point de vue du sujet qu'ils traitent ou bien de leur appétence ou de leur manière de dialoguer avec des industriels. Il ne faut pas nécessairement leur jeter la pierre s'ils font de la bonne recherche, entre guillemets, plus fondamentale. Voilà. Je pense que c'est bon que le chercheur puisse être confronté à différentes situations, différents cadres pour voir celui qui lui convient le mieux. Voilà. Et moi, dans mon cas, c'est clairement de travailler avec des industriels. Ah, je t'entends pas. Peut-être une autre question avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir notamment des résultats de recherche repris dans le cadre de création d'entreprises, notamment de doctorants ou post-doc? Bah, écoute, tu mets le doigt sur un sujet qui est important pour moi parce que c'est une ombre au tableau. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de choses dont je suis très content et ça, je n'ai pas réussi à le faire. Alors, j'ai essayé de le faire en post-financement européen. J'ai eu ce qu'on appelle un proof of concept, où l'idée, c'était de démarrer une opération de bureau d'études à partir des logiciels qu'on a développés. Et puis, pour plusieurs raisons, ça n'a pas pu aboutir, pour plusieurs raisons que je peux pas développer ici. Mais clairement, ce sont des choses qui m'intéressent. Alors, ça m'intéresse de voir les choses démarrer, et comme tu le disais, avec d'anciens doctorants, parce que moi, je n'ai pas les compétences pour ça. Et ça ne m'intéresse pas de changer la recherche pour faire ça, mais j'aimerais bien, tu vois, trouver quelqu'un avec qui ce serait possible. Voilà. Mais il faut trouver la bonne personne qui a ce bon profil. Et ça ne fait pas partie de mes compétences et de mon souhait non plus. Mais typiquement, voilà, c'est
voilà, j'avais tâté mon équipe en voyant si quelqu'un pouvait, parce que maintenant avec la loi Allègre, il y a énormément de possibilités, même pour des chercheurs ou des fonctionnaires, de dire moi pendant 5 ans j'arrête, je crée une boîte et une boîte d'expertise ou autre, mais bon, voilà. Maintenant, ça arrivera peut-être un jour avec une collaboration. Enfin voilà, c'est. Donc, avis aux amateurs sur si certains se sentent voilà, une âme d'entrepreneur sur, notamment sur les sujets et les sujets de recherche qui sont chers à Nicolas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois les commentaires hein, sur le chat. Enfin, tout le monde voilà, et trouve ta présentation plus qu'intéressante, mais passionnante. Oui, Renzo. J'ai une question par rapport à la présentation, votre présentation sur vos études et les simulations sur la fissure. Est-ce que votre domaine, On n'entend pas bien. est-ce que les études de simulation et outils développés à propos des fissures dans le domaine mécanique s'appliquent également, peuvent s'appliquer à Malheureusement, j'ai perdu la deuxième partie de la question là. Vous n'avez pas entendu? Excusez-moi. Oui, ça a été coupé malheureusement. Non, en fait, la question de Renzo, c'est est-ce que toutes les études que tu as développées dans le domaine de la fissuration s'appliquent aussi bien à l'infiniment petit, peuvent s'appliquer aussi bien à l'infiniment petit qu'à l'infiniment grand? Est-ce que ça a été repris par d'autres chercheurs dans d'autres domaines? Alors, au niveau de l'infiniment grand, je dirais oui. Enfin, si on prend les problèmes de faille ou de subduction ou de rupture suite à une subduction. Donc, il y a les mouvements des plaques tectoniques, il y a une plaque qui peut passer sous une autre et se rompre. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits avec ICFEM, que je n'ai pas fait moi-même, mais par des équipes en lien avec des géologues pour essayer de mieux prédire la fissuration de plaques suite à des morceaux de plaques suite à des subductions. Maintenant, par contre, dans l'infiniment petit, c'est un peu différent parce que, déjà, il faut voir ce qu'on entend par infiniment petit. Mais déjà, si par exemple dans le béton, on veut regarder ce qui se passe pour chaque gravier et chaque grain de sable, on va plutôt être dans des milieux discrets. Je pense que c'est plus adapté. Où on va regarder un ensemble d'objets discrets, rigides, qui sont liés les uns aux autres et on va regarder comment ils peuvent se séparer. Sinon, dans le plus petit, la fissure en tant que telle, on tombe dans des matières à trous en fait. C'est difficile de définir des surfaces moyennes avec des forces moyennes par unité de surface, donc c'est moins adapté. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que malheureusement, la fissure, c'est pas des atomes qui se séparent simplement, parce que si c'était ça, eh bien, ça serait quasi pas possible de casser. Ce serait du diamant, ce serait très difficile de casser les choses. Mais malheureusement, dans les fabrications des matériaux standards, il y a énormément de défauts, de dislocations, et les fissures viennent par d'autres mécanismes qui peuvent être étudiés individuellement, mais qui voilà, donc bon, je résume, infiniment petit, je dirais non, mais infiniment grand, oui. Alors, je précise un petit peu infiniment grand. Je parle par exemple d'objets célestes. Alors, prenons une galaxie qui se coupe en deux. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais enfin, on sait très bien qu'il y a des phénomènes au niveau cosmologique d'objets immenses qui subissent des forces importantes. Alors, c'est de la pesanteur, mais il y a des effets de fissure qui apparaissent. Et dans ce cas-là, est-ce que vos outils pourraient, ou est-ce que des gens se sont déjà intéressés à vos outils de simulation de calcul? Pas pour l'instant sur des phénomènes géologiques sur d'autres planètes de type explosion de planètes, je pense pas encore. Par contre, comme vous parlez d'espace, il y a quelque chose qui m'intéresse pour l'instant, ce sont les débris spatiaux. Et il y a un syndrome qui ne va pas arriver, mais qui s'appelle le syndrome de Kinsler, qui dit que s'il y a deux gros satellites qui se percutent, on pourrait avoir une perte de signaux, GPS et autres, parce que ça ferait une réaction en chaîne et que tout serait détruit.
mais on n'est pas encore, la population spatiale d'objets n'est pas encore suffisante pour que ça arrive, mais ça devient, c'est un problème qui est de plus en plus grand. Il y a pas mal d'études au CNES là-dessus, et c'est ce qui touche à la fragmentation, ça veut dire l'impact d'objets, la distribution des fragments, et il y a ce qu'on appelle des orbites cimetières, où on essaye de pousser les restes de vaisseaux. Voilà, mais c'est bon, c'est un sujet en soi. Puisque tu parles d'impact, il y a une question de Charles. Quelle est quid de la liaison entre ou de la causalité entre déformation rapide, donc il y a notamment un impact, et la fissuration? Ok, ben l'impact est une des formes de sollicitation. Ça veut dire que pour faire naître des fissures, on peut mettre des charges très lentes qui deviennent de plus en plus importantes. On peut charger doucement, mais de façon extrêmement répétée. Et l'impact, c'est encore un troisième type de chargement qui est important à prendre en compte dans tout ce qui est blindage de verre, dans tout ce qui est attaque terroriste, dans tout ce qui est… Bon, j'ai un collègue à Nantes qui travaille sur l'explosion du Parthénon. Ils essayent de comprendre, de recomprendre comment le Parthénon a pu éclater. Alors, comme il y a des effets dynamiques, ben, c'est plus facile pour créer des fissures. Donc, malheureusement, quand il y a des impacts, il y a des effets dynamiques. Et voilà. Quand vous essayez d'arracher une barre dans un mur, vous allez tirer très vite, pas lentement. Donc, le corps sait qu'en mettant une charge dynamique, c'est plus facile de créer des fissures. Donc, c'est un domaine qui est compliqué à calculer, beaucoup plus compliqué que des fissures uniques, parce qu'il y a énormément de fissures qui partent dans tous les sens. Et ça, ce sont des verrous qui ne sont pas levés. Aider, par exemple, au blindage pour Saint-Gobain de leur verrerie, ces feuilletés, c'est extrêmement compliqué de remplacer les essais par du calcul. Ok, ben merci Nicolas pour toutes ces Bon. réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr, Patrick. On a vu récemment à la télévision la catastrophe du barrage de Malpasset. Et en définitive, on a vu que l'origine, c'était justement le développement de fissures en bas des accrochages du béton sur la roche. Est-ce que ça reste un cas d'école pour les gens qui s'occupent de ce problème? Ok, alors, bon, c'est bien que vous posiez cette question parce que pour maîtriser, par exemple, dans l'exemple que vous traitez sur la fissuration des barrages, il y a énormément de compétences différentes. Bon, il faut des ingénieurs ponts et chaussées en particulier, et il faut une chaîne de compétences. Moi, je suis un seul des maillons de la chaîne, et mon rôle, ce qu'on a développé, c'est un outil numérique où on place une fissure initiale et en fonction du chargement, on sait où va se trouver la fissure plus tard et le temps qu'il faut pour qu'elle y arrive. Et donc, les outils qu'on développe sont pris en charge par des ingénieurs, des bureaux d'études qui, à partir de ces outils, vont pouvoir prendre des décisions, et faire de meilleurs designs. Donc, c'est une longue réponse pour dire que je ne peux pas répondre à votre question parce que je n'ai pas la compétence liée au barrage. Et de même que pour les réacteurs d'avion dont je vous ai parlé tout à l'heure, je serais bien incapable d'optimiser la maintenance. Ça veut dire que l'outil qu'on a développé, je sais qu'elle a été utilisée pour optimiser la maintenance et que l'outil XFEM qu'on a développé est certifié et permet aux compagnies aéronautiques de prouver par rapport aux normes et aux agences de certification que leurs pièces tiennent le coup grâce à XFEM. Mais sur le cas précis que vous posez, je ne peux pas le détailler avec vous, voilà, parce que je ne peux pas vous répondre. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Lorenzo, encore? Pour revenir sur l'aspect aéronautique, est-ce que tout ça s'applique également aux matériaux composites qui forment aujourd'hui beaucoup d'organes, barres de structure, au moins en maintenance des cellules aéronautiques, enfin des avions? Oui, très bonne question. La fissuration des composites est très compliquée parce que vu l'anisotropie du matériau, il peut y avoir du délaminage, il peut y avoir de la cassure de plis, enfin la cassure de couches. Donc c'est plus compliqué. XFEM a été utilisé aussi pour les composites, mais c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous avez aussi du composite qui est utilisé en cas de crash, donc il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment d'énergie qui soit dissipée dans le composite.
Donc, je pense que le composite va gagner pas mal de parts de marché, que ce soit en automobile ou en avion, mais pas partout, parce qu'il faut vraiment que ce soit suffisamment adapté par rapport au crash et éviter. Le problème, c'est que ça se casse. Alors que le métal, il a tendance plutôt à se déformer, le composite peut vraiment se casser. Et voilà, donc les méthodes numériques que j'ai développées peuvent servir à faire des meilleurs designs de composites. C'est un des outils d'investigation, mais le composite, vous faites bien d'en parler parce que je n'ai pas du tout utilisé le mot, mais c'est clairement, c'est important. J'ai une toute dernière question encore. Veuillez m'excuser, mais Christian Drevet pourrait en parler mieux que moi, mais est-ce que vous avez étudié les aspects de fissuration des chaudières nucléaires et de leur couvercle, dont on a déjà entendu parler? Oui, oui. Non, pas directement. Le plus proche que j'ai étudié, ce sont les disques, les pieds d'aube dans les turbines à vapeur de centrales nucléaires, donc qui sont enfin, qui reçoivent la vapeur d'eau à haute pression et qui produisent l'électricité en dehors de la zone critique. Mais alors sur les couvercles, non, mais je sais que le logiciel enfin les méthodes qu'on a développées ont été utilisées par EDF pour faire des calculs de ce genre. Ça je le sais, mais moi, je n'ai pas directement travaillé dessus. Et c'est vrai que les outils de simulation sont aussi utiles suite à des incidents en service. Ça veut dire, à partir de l'outil de simulation, on essaie de reconstituer le scénario qui a pu avoir lieu et de savoir est-ce qu'il faut arrêter tout de suite et combien de temps est-ce qu'on en a encore ou est-ce qu'il faut complètement tout changer. Voilà, ce sont des aides à la décision, finalement. On a une question de Jean-Luc Sidlist. Donc, je ne sais pas si c'est pour te demander un article pour l'hippocampe. Jean-Luc, il faudrait que tu réactives ton micro ou qu'on te le redonne. J'en profite, oui, s'il y a un article pour l'hippocampe, nous sommes preneurs, merci d'avance. Il y a la question à la suivante, est-ce que l'architecture du matériau a une influence? On parle de matériaux amorphes, semi-cristallins et cristallins. Est-ce qu'il y en a qui sont plus tenaces que les autres? Et éventuellement, comment ça se fait que des fois, une petite énergie amène beaucoup de fissuration alors qu'une grosse énergie n'en amène pas forcément? Oui, oui, c'est une question importante. Donc ça touche un peu à ce que je disais tout à l'heure entre résistance et ténacité. Il y a des matériaux qui sont ce qu'on dit plus ductiles, donc ils vont être capables de dissiper beaucoup d'énergie par déformation irréversible. Et ce n'est qu'en bout du bout que finalement une fissure va se déclencher, alors que dans d'autres matériaux, ils vont beaucoup fissurer beaucoup plus vite. Alors, il y a clairement une influence du matériau, mais ce qu'on cherche à faire, c'est de développer des méthodes qui soient les plus génériques possibles. Donc, c'est un peu comme la génétique. Entre un homme et un singe, il n'y a pas beaucoup de différence vu de la génétique. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, OK, il peut y avoir de la ductilité, il peut y avoir du quasi-fragile, mais comment est-ce qu'on peut développer une méthode numérique qui va prendre ça en compte sans devoir faire 3 codes parce qu'il y a 3 matériaux différents. Voilà. Donc, que ce soit du caoutchouc, du béton, de l'acier ou du verre, on essaye d'avoir un 80% du code qui est le même et puis de prendre en compte. En fait, l'idée, c'est de rajouter la fissuration aux lois de comportement déjà existantes. Donc, les lois de comportement sont déjà très différentes selon les différents types de matériaux et on essaye de rajouter la fissuration par-dessus qui va se mettre en bout de chaîne. Voilà. C'est un peu l'idée, mais c'est une question importante et centrale. J'ai une autre petite question éventuellement. Comment ce domaine peut participer de la transition énergétique? Bon, très bonne question. Alors, il y a des choses comme la fissuration des batteries. Donc, ça se place à une échelle plus petite. On parlait tout à l'heure des petites échelles. Alors, ce n'est pas l'infiniment petit, mais lors de charge-décharge, je ne connais pas vraiment le phénomène jusqu'au bout, mais il y a des difficultés des charges électriques de passer d'un à l'autre parce qu'il y a de plus en plus de micro-fissures qui se font. Donc, ça, c'est un exemple d'utilisation. Il y a aussi on essaye de fabriquer de plus en plus de choses légères qui vont moins consommer, mais il faut que ces choses légères ne se fissurent pas. Donc, les outils permettent de vérifier que ça ne va pas se fissurer. Donc, typiquement, si on veut remplacer du métal par du composite, il faut vraiment s'assurer qu'on ne va pas passer à travers et que voilà. Si la tôle est un peu déformée d'une voiture, ça va encore, mais s'il y a un gros trou dedans,
le client est moins, est moins satisfait. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Un troisième exemple, c'est un peu ce que je disais au niveau séisme et autres. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Donc, comment est-ce qu'on peut empêcher les séismes? Comment est-ce qu'on peut les contrôler? Est-ce qu'on peut injecter de l'eau pour éviter qu'il y ait une instabilité trop importante? Donc, il y a aussi des études là-dessus. Donc, voilà, je pense que vous étiez dans le domaine des procédés de fabrication, mais typiquement, voilà, comment est-ce qu'on peut optimiser les outillages pour mieux couper, avoir des meilleurs, moins de dépenses énergétiques lors de la mise en forme des produits, quoi. Voilà. En les taillant mieux, en les coupant mieux. Voilà. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... non, ben écoute, Nicolas, il me reste au nom de tout le monde à te remercier donc à la fois pour ta présence, la qualité de ton intervention, puis tout ce que tu as pu nous apprendre. C'est vrai qu'au début, on avait tous le sentiment d'être revenus sur les bancs de l'école à l'écoute d'un professeur passionnant. Et vous êtes les bienvenus, hein, vous êtes les bienvenus pour revenir. Hein, on pourra faire de la place sur les bancs. Hein. Si tu admets des auditeurs libres, pourquoi pas. C'est un beau projet. Voilà. Un grand merci en tout cas. Et puis, de toute manière, on reste en contact, notamment, je ne sais pas si tu participes au petit groupe qui est animé par Swazik sur les métiers de la recherche. Mais voilà, on aura pas mal d'occasions de se revoir et de croiser des activités. Et puis, je voulais remercier donc tous les participants donc à cette matinée, donc soit à distance, soit pour les courageux et les leftos donc en présentiel à Paris, et en espérant que les événements fassent que progressivement dans les semaines, dans les mois qui viennent, on puisse retrouver donc un rythme joyeux de réunions en présentiel avec les embrassades, les bouffes et tout ce qui va avec. Voilà. Et les after-work, bien sûr, qui sont l'un de nos événements préférés. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, une fin de week-end, et puis à très bientôt. Donc, connectez-vous le plus souvent possible au site. Voilà, il y aura beaucoup d'informations dans les semaines qui viennent. Voilà, écoutez, à très bientôt et merci encore.